vous souhaite la bienvenue au nom des équipes du Centre francien d'innovation et des équipes également du consortium de valorisation thématique en sciences humaines et sociales Athéna. D'un côté comme de l'autre, chercheurs et entrepreneurs ont des intuitions, ils construisent des hypothèses, ils testent, ils expérimentent, ils font des retours en arrière, ils font des ajustements en cours de création et au gré des analyses aussi effectuées et des résultats obtenus. Ils conçoivent des modèles pour les uns, ils conçoivent des produits et des services pour les autres. Et ils ont aussi un autre point commun, celui d'avoir des besoins de ressources pour leurs projets. On espère que des collaborations sont plus facilement envisageables. Et c'est bien l'objectif que nous donnons aujourd'hui avec notre partenaire, le consortium de valorisation thématique Athéna, celui de promouvoir, de stimuler, d'encourager, d'accompagner le développement des interactions entre des chercheurs en sciences humaines et sociales et des entreprises. Donc je me permets d'appeler Hervé Svien, le directeur du CVT, pour une petite présentation. Bonjour, merci à tous d'avoir répondu à notre invitation pour cet événement de cet après-midi. Le consortium de valorisation thématique de l'Alliance Athéna est un organisme qui a vu le jour il y a maintenant à peu près un an, avec un objectif qui est à la fois simple et très ambitieux. L'objectif que nous poursuivons est, sur le territoire national, de mettre en place tous les moyens d'action possibles pour aider les laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales à se rapprocher des entreprises. Alors, le but de nos actions est parti d'un constat simple. Aujourd'hui, il existe en France, dans nos laboratoires de recherche, des compétences, des résultats qui sont d'un niveau exceptionnel et qui malheureusement sont insuffisamment connus du monde socio-économique au sens large. Ce que j'appelle monde socio-économique au sens large, c'est bien sûr les entreprises, les grandes entreprises, mais aussi et beaucoup, et on en aura sûrement des exemples aujourd'hui, les PME, mais c'est également tout le tissu des collectivités locales, c'est également le tissu des associations avec lesquelles il peut y avoir énormément de collaborations possibles. Or, ce monde socio-économique est souvent ignorant des travaux qui sont faits dans nos laboratoires de recherche et qui peuvent leur apporter énormément de valeur ajoutée pour résoudre des problématiques qui se posent quotidiennement à eux. Ce que nous avons comme mission consiste à mettre en place sur le terrain des moyens d'action permettant à la fois aux laboratoires SHS de mieux connaître la demande en provenance des entreprises, mais également de faire en sorte que les entreprises aient une meilleure image des travaux qui sont faits dans nos laboratoires et une meilleure compréhension surtout de ce que peuvent leur apporter les chercheurs en SHS. Alors ça passe par tout un ensemble de mesures, tout un ensemble d'actions sur le terrain. Notre but est de développer une large communication en direction à la fois des entreprises mais également du monde socio-économique pour que ces deux mondes se connaissent mieux, à la fois du côté offre et du côté demande. C'est également d'accompagner les laboratoires de recherche et les chercheurs dans les contacts qu'ils peuvent avoir avec les entreprises. Et on sait que selon les disciplines, il y a plus ou moins d'appétence, on en a parlé tout à l'heure, pour aller vers les entreprises. Nous voulons petit à petit faire évoluer les mentalités, faire peut-être tomber un certain nombre de barrières culturelles qui vont s'amenuiser au fil du temps. Le but étant véritablement qu'il y ait une collaboration étroite qui commence à s'instaurer, avec un objectif qui est clair, et le CVT sera évalué par les pouvoirs publics sur cet indicateur, le nombre de contrats qui, en France, sera signé par les laboratoires de recherche SHS avec les entreprises. Donc, grosso modo, nous avons un indicateur que nous suivons nationalement et qui est le nombre de contrats signés en France par les laboratoires SHS avec le monde socio-économique. L'action du CVT ayant pour but de contribuer, on n'est évidemment pas les seuls, mais de contribuer de la manière la plus forte possible à faire en sorte que ce nombre s'accroisse rapidement. Alors, nous avons mis en place un certain nombre d'actions d'ores et déjà dans cette direction-là. Nous avons lancé un appel d'offres l'an dernier qui a eu un gros succès puisqu'on a eu plus de 50 réponses de laboratoires en SHS et nous avons sélectionné en 2 vagues 20 projets dans toute la France qui ont été financés et qui ont commencé pour certains à se dérouler, d'autres vont se dérouler tout au cours de l'année 2014. Nous avons aussi lancé un site internet sur lequel seront visibles l'offre des laboratoires en termes de possibilités d'aider les entreprises et où nous ferons aussi figurer les entreprises qui vont être nos partenaires pour les demandes qu'elles peuvent avoir. Et nous allons continuer dans cette direction, vraisemblablement en travaillant étroitement sur le terrain avec tous nos partenaires.
nos partenaires étant l'ensemble des structures de valorisation qui ne sont pas forcément spécialisées en SHS. Je parle des SAT, et on va en avoir un exemple ici avec la SAT Lutech qui a eu la gentillesse de venir participer à la table ronde qui va suivre juste après, mais également avec toutes les structures de valorisation des universités, des laboratoires, avec lesquels nous sommes en contact quasi quotidien. Je termine en disant que le CVT a un comité de pilotage. Il réunit en termes d'instances de recherche le CNRS, la conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles et l'INED. C'est dire que le CVT a pour vocation de couvrir la totalité des laboratoires de recherche français, évidemment toutes les unités mixtes, mais aussi les unités propres, qu'elles soient CNRS ou universitaires. Nous n'avons absolument aucun laboratoire qui est laissé de côté, du moment que ce sont des recherches en SHS. On voit émerger un certain nombre de projets qui vont associer des chercheurs et puis des entreprises, alors qui sont souvent des entreprises de petite dimension, qui peuvent être même des auto-entrepreneurs, qui vont mettre en œuvre des projets relatifs à ces questions donc, de flux d'énergie, de flux de matière, de relocalisation des activités. Un premier exemple, c'est la région Bourgogne qui veut avoir une connaissance donc, de sa matérialité. Qu'est-ce qu'elle consomme comme matière chaque année pour faire fonctionner son économie, pour nourrir ses habitants, etc. etc. De mon côté, il se trouve que j'ai développé une approche méthodologique qui permet de réaliser un bilan de matière, donc de quantifier cela. Mais mon travail, ça n'est pas de passer mon temps à faire des bilans de matière, puisque c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse éventuellement, c'est de comparer des bilans, mais pas forcément d'en produire sans arrêt. Et donc, on s'est associé avec la région Bourgogne et un auto-entrepreneur qui, lui, en gros, s'est emparé de la méthode et l'a appliquée à la région Bourgogne parce que lui, il a pu travailler avec cette région. C'est quelqu'un qui a aussi pas mal l'habitude de la médiation avec les acteurs locaux. Et finalement, à la fin, eh bien, le bilan sort et il est finalement la coproduction de la région, enfin de l'Agence de l'environnement de la Bourgogne, de cet auto-entrepreneur et puis de moi-même. Je suis très heureux d'être là. C'est vraiment des choses très intéressantes qui se trament. Je suis d'accord avec Hervé Svirn, c'est important de renforcer les interactions entre nos différentes communautés. À l'époque, j'ai travaillé dans un contexte qui était béni pour moi. J'étais un pur produit de l'université française, j'étais géographe. Et c'était un projet de recherche qui était porté par un CNRS, Didier Josselin, qui croyait beaucoup qu'on pouvait faire évoluer les modes de transport urbains vers quelque chose de beaucoup plus individualisé. Et donc, il avait réussi à convaincre Keolis, qui est un gros groupe qui fait du transport public à la demande, de s'investir dans ce projet. Donc c'était un projet qui était porté par le ministère, un projet prédit de recherche avec un financement CIFRE, donc c'est un peu la grosse industrie. Et pendant 4 ans, on a travaillé tous ensemble et on a pondu un logiciel qui s'appelle Rezad, qui aujourd'hui est exploité par une start-up qui s'appelle Prendransoft. Et on a mis en place un système de transport à la demande sur Besançon avec un réseau local de Keolis. Ensuite, ça m'a amené à collaborer avec des entreprises complètement différentes. L'Organisation mondiale de la santé, c'est un petit peu à cheval sur le public et le privé. Et là, une des questions qui était posée par l'Organisation mondiale de la santé, qui travaillait sur un problème particulier en Sicile d'exposition à des risques pétrochimiques, avec une centrale qui partait dans tous les sens, c'était est-ce qu'on est capable d'estimer l'exposition des populations locales aux risques industriels. Donc là, ils nous ont sollicité pour qu'on mette en place toute une méthodologie de création de données dans un environnement, c'est quasiment l'Afrique, dans cette partie-là de la Sicile, il n'y a rien. Donc il faut réussir à créer de l'information et en même temps, il faut généraliser, il faut faire des modèles, il faut faire de la simulation. Autre cas de configuration, cette fois-ci avec la RATP. Et là, cette fois-ci, c'est la RATP qui vient nous voir en disant on aimerait bien mieux comprendre la façon dont les usagers se comportent dans les stations de métro. On est capable de dire combien de temps il faut pour évacuer une station, combien de personnes on peut mettre dans un matériel roulant. Et là, évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est de construire des modèles avec les ingénieurs et les gens qui connaissent le problème à la RATP. Donc, c'est des simulations à l'échelle. On simule des comportements, des centaines d'individus dans des trains entiers. Qu'est-ce qui se passe quand les gens sortent, rentrent, etc. Ce qui permet de dimensionner un petit peu les échanges, l'aménagement des quais, tout ce que vous voulez. Enfin, pour finir, un grand groupe comme Orange, effectivement, Big Data, on ne sait pas réellement ce qu'on peut faire de notre donnée de téléphonie mobile, notamment sur la capacité qu'on aurait à se positionner sur le domaine des opérations urbaines. On a plein de choses, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Est-ce que vous pouvez nous aider à aller plus loin ?
Je vais vous présenter comment les méthodes scientifiques qui nous permettent de faire des états de la littérature assez complets et dynamiques de l'évolution de la science peuvent vous servir pour faire une veille stratégique pour des PME, des entreprises, des différents groupes, de différentes tailles. Et voici un exemple, un cas pratique réalisé pour l'Agence de développement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'était sur le sujet dématérialisation de l'environnement, donc un sujet assez complexe. Quel est l'impact de toutes ces technologies de l'information et de la communication sur notre environnement? Donc à partir d'un sujet aussi large, il s'agissait de recenser toutes les publications publiées dans la science, dans les blogs et dans la presse. Nous avons réalisé des outils d'exploration mis à disposition des experts. Pour faire comprendre, on utilise souvent des moteurs de recherche qui ont une certaine politique de l'algorithme qui oriente la lecture et qui hiérarchise l'information. Là, l'idée, c'est justement de vous cartographier l'ensemble des informations pour que vous puissiez vous prendre la meilleure des décisions. Et on s'est rendu compte qu'avec l'ADEME, donc l'organisation des experts en certaines équipes, on se rendait compte qu'il y avait de nouvelles thématiques en émergence qui étaient à la frontière des domaines d'expertise existants aujourd'hui. OpenMOL, ça a commencé il y a 6 ans à l'Institut des systèmes complexes. C'est voir des modèles comme des boîtes noires, les utiliser peu importe quel que soit l'environnement de calcul, utiliser des méthodes pour pouvoir faire du data processing, de l'expérimentation sur les paramètres d'entrée, de l'analyse de sensibilité, de la calibration, et pouvoir le déléguer sur n'importe quel type d'environnement. Est-ce que ça a donné matière à brevet? Alors, brevet, non. Par contre, les méthodes sont publiées. C'était matière à publication. À l'Institut des systèmes complexes, on essaie de développer des outils qui soient utilisables par le plus grand nombre, et on a on interprète notre mission comme la création de biens communs scientifiques. Donc, dans le logiciel libre, il n'y a pas de brevet lié. Enfin, déjà, les brevets au logiciel, ça n'existe pas trop, à moins de faire en France, hein, je veux dire, à moins de faire un logiciel fermé. Et donc, en plus, on a choisi non seulement de ne pas le fermer, mais de complètement l'ouvrir gratuit. Donc, ça fait partie des synergies qu'on essaie de faire. Et en général, les collaborations qu'on a avec des partenaires, qu'ils soient privés ou publics, autour de projets comme ça, c'est plutôt des gens qui ont un intérêt pour ce genre d'infrastructure, ont des besoins particuliers et disent on va aller avec vous pour avancer, accélérer le développement de ces genres de plateformes, et en même temps, en échange, vous nous aidez un petit peu à l'adapter à certains besoins spécifiques. Et donc souvent on a des échanges sur ce projet ou d'autres, où des entreprises ou des organismes mettent chez nous des ingénieurs qui travaillent sur un tronc commun qui reste libre et générique, et qui aide aussi, fait du transfert de compétences pour adapter à des besoins spécifiques. Je voulais juste vous présenter un sujet qui est développé en collaboration avec Bouygues Construction. Ce sujet concerne les développements de nouveaux dispositifs technologiques que sont les bâtiments à énergie positive, les réseaux intelligents. Nous visons à analyser, à modéliser les pratiques énergétiques au sein des bâtiments qui devraient devenir autonomes du point de vue énergétique, donc qui seraient autonomes, ils ne le sont pas encore tout à fait, mais qui sont producteurs d'énergie, et ce à diverses échelles territoriales, soit le ménage, le bâtiment, l'îlot, le quartier, etc., en se focalisant sur une analyse de la courbe de charge, c'est-à-dire la consommation totale d'énergie par un ménage, et d'essayer de la décomposer en usages qui peuvent être déplacés ou gérés. Par exemple, peut-on faire des reports d'usage, des partages de systèmes qui consomment de l'énergie, qui sont rendus ou pas possibles par de nouveaux dispositifs techniques que l'on qualifie très vite d'intelligents, mais le sont-ils vraiment, qui sont incorporés dans la gestion de ces bâtiments. Enfin, on vise à des questions beaucoup plus théoriques à l'interface, beaucoup plus académiques à l'interface entre sciences humaines et sciences dites exactes, c'est d'étudier l'émergence de possibles intelligences collectives dans ce type de système.
Cette table ronde, elle a pour objectif de montrer la valeur ajoutée des sciences humaines et sociales en matière d'innovation dans les projets d'entreprise. Et pour cela, je vous propose de faire un rapide tour de table pour que vous ayez en tête les intervenants. Bonjour, je m'appelle Zoé Grange. Je réalise en ce moment une thèse en contracifre sous la direction de Dominique Desjeux avec une agence d'innovation qui s'appelle InProcess. Et j'ai notamment travaillé sur un cluster d'innovation sur l'habitat. Bonjour, je suis Albin Quéru et je suis le cofondateur de la société Quelle Histoire, spécialisée dans la création de contenus numériques et papier autour de l'apprentissage de l'histoire pour les enfants. Bonjour, Mathieu Porcher pour la SAT-Lutech, donc je suis directeur du département SHS. Bonjour, Christophe Goupil du laboratoire LEAD, le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain de Paris Diderot, qui est donc spécialisé dans les problématiques d'énergie et qui rassemble des gens depuis les sciences humaines jusqu'aux sciences dures. Bon, je ne vais pas me représenter. Donc... Merci. Bonjour, Louis Montagne, je suis entrepreneur, j'ai 3 sociétés que j'ai confondées pour la plupart. Une qui est une SCOP qui s'appelle Berstech, une autre qui s'appelle AF83 qui fait la transformation numérique et une petite dernière qui s'appelle CCAP qui fait de l'impression 3D. La question qui s'est posée en fait pour nous, ça a été rapidement de maintenir une constante évolution, notamment dans nos produits numériques, tout simplement parce que ce marché-là avance très vite et pour rester à la pointe de ce qui se fait de mieux sur les stores, c'était important pour nous de créer des produits à forte valeur ajoutée, notamment vis-à-vis de notre cible. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait appel au Centre francilien d'innovation, qui nous a permis de rencontrer des laboratoires, donc notamment Modico, spécialisé dans les sciences du langage, et le Lutin, spécialisé dans l'eye tracking. Donc l'eye tracking, c'est une technologie qui permet de suivre le regard de l'utilisateur, et donc pour nous très important, pour régler des questions d'ergonomie notamment, et afin d'évaluer la pertinence de nos outils graphiques par rapport à ce que peuvent... essayer de savoir comment les enfants étaient à l'aise par rapport aux outils qu'on proposait. InProcess, c'est une agence d'innovation qui mise en fait sur la collaboration des sciences humaines et sociales et du design pour accompagner des entreprises dans leur démarche d'innovation. Donc en général, ces entreprises, c'est tout type d'entreprises qui souhaitent innover. Donc ça peut être aussi bien des PME que des grandes entreprises du CAC 40. Et sur des thèmes assez diversifiés qui sont en général liés à la consommation dans nos sociétés. Donc ma question est politiquement incorrecte, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec des labos de recherche plutôt qu'avec un cabinet de conseil en ergonomie ou en études ergonomiques, marketing, etc. Plutôt que de... Voilà. C'est quoi l'apport financier, contenu, c'est quoi la différence profonde ? Du coup, c'est un sujet que je voulais aborder en amorce avant de me présenter plus précisément. Je crois qu'on rentre dans une période, là, en ce moment, où, en tout cas sur tout ce qui est numérique, où c'est le bon moment pour les SHS de sortir du bois et d'être appliqués partout. Parce qu'en fait, on parlait souvent de nouveaux usages, et là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, ces nouveaux usages, c'est juste de la dérivation d'usages existants, d'une part, et d'autre part, on s'aperçoit aussi qu'un certain nombre de choses sont en train de sortir des griffes et de l'emprise des technocrates ou technoïdes, et que du coup on se retrouve plus coincé dans un truc comme le Minitel où on a dit ah bah cher ergonome, regarde c'est un Minitel, maintenant fais-moi l'interface ergonomique là-dedans, bon courage. On est en train de changer complètement les trucs et donc du coup on est en train de s'adapter aux gens et donc du coup les sciences sociales et les sciences humaines sont en train de revenir au galop. Et donc pour répondre à votre question, je pense qu'il n'y a pas suffisamment aujourd'hui de masse de gens disponibles pour bosser sur ces sujets-là et que donc on a à la fois besoin de cabinets de conseil, à la fois besoin de chercheurs. Et je pense que les expertises ne vont pas être tout à fait les mêmes et surtout les précisions des expertises ne vont pas être tout à fait du même niveau. Aujourd'hui, demander à un notaire comment il gère votre vie numérique ou votre fin de vie numérique, ça déconnecte tout de suite. Regardez Criteo avec le retargeting. Le retargeting, c'est le Far West. Ça, dans 1 an et demi, 2 ans, ça va s'arrêter parce qu'il y a des directives qui réglementent ça et donc ça ne va pas se passer de la même façon. Et donc, un juriste, pour pouvoir gérer ça, est assez indispensable.
Je vais vous parler rapidement de 2 sociétés dans lesquelles je travaille et dans lesquelles on a eu des liens avec la recherche, évidemment. La première, c'est Berstech, donc la technologie des ours. C'est une SCOP, ça fait partie, donc une société coopérative, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire, d'une 20aine de personnes. Et le métier de Berstech, la technologie des ours, c'est des ours, c'est des développeurs, des ingénieurs, 20 ans d'expérience en moyenne, logiciel libre. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils maintiennent et ils font tourner des applicatifs en ligne. Donc tout ce qu'on appelle le maintien en bon fonctionnement de site, donc ça va de l'architecture, en passant par l'hébergement, l'infogérance, la maintenance, la supervision, les tests de montée en charge, l'optimisation, tout ça. Monsieur Goupil, est-ce que vous êtes chercheur donc, au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain? Est-ce que vous avez un commentaire sur les expériences qu'ont bien voulu partager ces entreprises? Alors moi, je suis un physicien, donc je suis plutôt du côté des sciences et technologies. Le premier constat que je fais, c'est que finalement, dans les domaines scientifiques de physique ou de chimie, on est parfois beaucoup plus loin de l'application et de la vie courante que dans des domaines de SHS. On a eu un bon exemple tout de suite avec ce qu'ont pu dire nos collègues anthropologues. Donc ça, c'est une première remarque qui est assez importante. La deuxième remarque, je reviendrai sur une phrase que vous avez eue en introduction, dans laquelle vous avez dit qu'on avait peut-être des mondes éloignés. Alors on a tendance à considérer effectivement, c'est un petit peu une légende universitaire, je crois, ou une légende urbaine, comme vous voulez, qu'il y a d'un côté des chercheurs et d'un autre côté un petit peu le monde réel. Je suis peut-être un peu provocateur, mais on peut en discuter. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu des très grands changements à partir de 2005. Ces grands changements pour le monde de la recherche, avec les conséquences que ça peut avoir au niveau économique, ça s'appelle l'arrivée de l'Agence nationale pour la recherche, ça s'appelle les pôles de compétitivité, pour citer que cela. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les chercheurs travaillent avec une programmation en projet, travaillent avec des constantes de temps qui sont plutôt à 3 ans, avec des délivrables. Et la réalité, c'est que sur le terrain, ceux qui connaissent très bien les entreprises, ce sont souvent les chercheurs eux-mêmes. Qu'est-ce qui donne envie surtout à des chercheurs d'aller vers le monde de l'entreprise pour ceux qui ne sont pas encore familiers? Je parle plutôt des jeunes qui sortent du doctorat, quels conseils on peut leur donner? Alors si on parle du côté des laboratoires de recherche, je vais évacuer un point qui est le point financier, qui est qu'aujourd'hui l'essentiel du financement des laboratoires de recherche se fait au travers de la programmation nationale et européenne. Maintenant, ça serait le point le moins intéressant. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est justement l'ouverture. Qu'est-ce que la SAT, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, apporte à cet écosystème? Quelle est sa plus-value? Et si vous aviez quelques exemples à nous fournir, ça serait très intéressant de pouvoir les partager. Merci. Bonjour à tous. Donc alors, là, vous parlez avant tout des chercheurs, mais la SAT est aussi ouverte pour les PME, pour les startups. Très bien, c'est l'occasion de leur dire. On est tout à fait prêt à travailler avec elles, à faire de la co-maturation avec elles. Donc là, sur les différents sujets que vous avez pu évoquer, on aurait été en mesure d'intervenir pour faire un lien avec le laboratoire et éventuellement, j'irai faire un co-investissement avec vous pour développer vos projets. Alors par rapport aux chercheurs, je voudrais juste aussi rebondir sur ce que mon voisin a dit. Je pense que le passage à l'aspect, l'arrivée de l'ANR, même la ERS ensuite qui a modifié pas mal de choses, il y a une espèce de choc culturel pour les chercheurs qui sont plus âgés, qui travaillaient selon des modes très arrêtés. Et on a pu le constater quand on travaille avec des chercheurs qui sont plus jeunes, ils sont déjà habitués à ce mode de travail, donc ils sont toujours très demandeurs et ça va toujours plus vite parce qu'eux aussi, ils sont jeunes, ils veulent remplacer les plus vieux et avancer un petit peu plus vite. Donc sur ce que peut faire la SAT aujourd'hui, les SAT ont été construites avant tout pour faire la maturation. Donc le constat qui avait été fait, c'est que les résultats de la recherche, donc on parle de SAT, Société d'accélération du transfert de technologie, mais c'est plutôt du transfert de résultats de la recherche. Si on ne parle que de technologie, on laisse un peu de côté justement les SHS, ce qu'on ne voudrait pas faire. Donc en fait, c'était de permettre de satisfaire le besoin du monde économique, puisque les résultats qui sortaient des laboratoires étaient considérés comme pas assez matures par les partenaires industriels. Donc le premier objectif des SAT, c'est ça, c'est d'investir pour le développement des résultats et parvenir à construire un résultat qui soit suffisamment mature pour intéresser le monde économique. Monsieur Goupil, avant de passer la parole à Hervé Svirn, qui... Oui, très brièvement sur la question de la maturation, pour rebondir sur ce que disait mon voisin.
C'est un point important parce qu'on parle de la recherche et développement, mais il faut savoir qui fait la recherche et développement. Dans un laboratoire de recherche, a priori, c'est pas là que va se faire la recherche et développement. Un laboratoire de recherche, il est fait pour développer et arriver jusqu'à quelque chose qui va être de l'ordre d'un démonstrateur. Quand on va arriver à une phase de prototypage, c'est des choses qui vont être très lourdes au niveau normes et réglementation. Et ça doit être quelque chose qui est pris en charge plutôt par le partenaire industriel. Ce curseur-là, je pense que quand on pense à la maturation d'un produit, c'est très très important de le situer. Il y a des partenaires académiques qui peuvent s'engager en disant on va vous faire un prototype et qui n'ont pas du tout les moyens de faire un prototype au sens de ce que ça veut dire. Des directives REACH pour les matériaux, etc., au niveau européen. Ce curseur-là est vraiment important. On le connaît depuis longtemps. C'était dans l'histoire du spatial, c'est ce qu'on appelle les TRL, les Time Ready to Launch, avec la maturité des technologies jusqu'à ce que ce soit capable d'aller effectivement, dans l'occurrence, dans l'espace. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois du côté des laboratoires et on s'engage un petit peu avec des yeux un peu plus gros que le ventre. Et je crois que les structures comme les SAT sont aussi là pour replacer ce curseur au bon endroit. Merci. Hervé Svierne. Je suis très heureux d'avoir entendu ce que je viens d'entendre parce que ça témoigne de la vivacité des besoins de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on a entendu ici des entreprises qui visiblement viennent témoigner du besoin qu'elles ont de faire appel à la recherche en SHS. On entend aussi côté des chercheurs SHS cette envie ou cet appétit d'aller vers l'entreprise, et je ne peux que m'en réjouir, étant donné le rôle du CVT qui a pour but de faire en sorte que ce genre de collaboration aille croissant. Alors, je vais revenir très brièvement sur quelques éléments qui me semblent importants pour un peu faire un bilan actuel, et en espérant que si nous refaisons une réunion analogue dans 1 an, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans, on pourra encore aller plus loin dans les conclusions. D'abord, je voudrais aller dans le même sens que Christophe Goupil quand il rappelle que les chercheurs ont évolué. Les jeunes chercheurs sont maintenant habitués à savoir qu'ils ne sont plus installés dans leur labo à attendre que les fonds tombent tout seuls, mais qu'ils ont besoin d'aller à la pêche au crédit. Alors on peut le déplorer, on peut dire que ça ne devrait pas être le cas. Il n'empêche que dans la situation économique française, mais je dirais mondiale, c'est une réalité. En ce qui concerne l'appétit maintenant que les chercheurs ont vis-à-vis des entreprises, je serai un peu moins optimiste que Christophe, je pense qu'elle dépend essentiellement des disciplines. Et puis aussi des mentalités, des différents labos et des cultures, etc. Il y a heureusement de plus en plus de collègues dans les laboratoires qui sont ouverts à travailler avec les entreprises, qui ont cette demande, et qui ont pour cela de bonnes raisons. Dans beaucoup de disciplines SHS, le fait de travailler avec une entreprise est un moyen d'obtenir des données de terrain qu'ils n'auraient pas à disposition s'ils ne travaillaient pas en collaboration avec l'entreprise. Une deuxième raison est le fait que, comme le disait là encore Christophe, il y a un appétit, lorsqu'on a développé une technologie, quand on a développé une méthode, de l'avoir appliquée. Très souvent, on est fier de ce qu'on a fait, et plutôt que de le garder pour soi ou de le publier simplement, eh bien, le voir appliqué concrètement dans une entreprise, voir les résultats que ça donne, est une source de satisfaction qui motive beaucoup de chercheurs à aller vers l'entreprise. Alors je voudrais aussi, pour terminer, répondre à une objection qui a été faite par madame, en disant, mais après tout, vous êtes une PME, qu'est-ce que ça vous apporte d'aller travailler avec des chercheurs? Pourquoi vous n'allez pas plutôt signer un contrat avec une société de consulting? C'est une bonne question. C'est une très bonne question, et que peuvent se poser les sociétés de consulting, et que peuvent se poser aussi les chercheurs. Mais je pense qu'il y a une réponse à ça. Je pense qu'il y a une réponse à ça qui est assez nette. Le monde d'aujourd'hui est un monde dans lequel la complexification des problèmes est croissante, et où un certain nombre de sujets qui n'existaient pas il y a encore 20 ans sont en train d'émerger. Et ces sujets sont dus justement au fait que l'interconnexion entre les différentes entreprises dans le monde socio-économique, avec les clients, avec les produits, fait que sont en train de surgir des problèmes que ne se posait pas le chef d'entreprise il y a 20 ans. Les choses, en schématisant 20 ans, 30 ans, pour un chef d'entreprise, les choses étaient relativement simples. Et quelqu'un qui connaissait bien son métier et qui avait un peu d'intuition était capable de diriger une entreprise, même une grosse entreprise, un peu au feeling. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Les choses sont devenues beaucoup trop complexes. Et il existe aujourd'hui des questions que se posent les grandes entreprises, mais aussi certaines PME qu'on vient de voir, qui ne sont pas des questions qu'on sait résoudre simplement par de l'expérience antérieure. Ce que font les cabinets de consulting et qu'ils font très bien.
un cabinet de consulting est la plupart du temps capable de répondre et d'accompagner une entreprise quand il s'agit de réappliquer quelque chose qu'ils ont déjà rencontré par ailleurs et pour lesquels des recettes existent. En revanche, quand on se situe à la frontière de la connaissance, quand on se situe sur des problèmes complètement ouverts, qui nécessitent une réflexion avec des méthodologies qui sont à la frontière des disciplines scientifiques, là, les laboratoires de recherche ont quelque chose de différent à apporter. Et ce type de problématique me semble être en croissance de plus en plus grande ces derniers temps, compte tenu de la complexification du monde. Et ce qui me rend très optimiste dans le fait que les entreprises vont de plus en plus avoir besoin de la compétence scientifique des chercheurs pour y répondre. Je suis le créateur d'une start-up d'innovation sociale qui s'appelle Coab et nous avons lancé au mois de décembre 2013 la première plateforme d'achat immobilier groupé. On voudrait aujourd'hui passer à un stade supérieur de mesure de l'impact social de notre activité. Pourquoi c'est important pour nous ? Pour faciliter les appareillements entre acteurs, pour travailler également sur des copropriétés existantes, pour développer une application smartphone qui va partir notamment des centres d'intérêt Facebook, et puis aussi pour prouver au pouvoir public que la troisième voie de l'habitat participatif, ça a un vrai impact, et que donc quand ils vendent moins cher par exemple à un bailleur social, parce qu'un bailleur social loue sous condition de ressources, ben nous aussi on a une valeur sociale, donc vous pouvez nous vendre et nous réserver des terrains. Les gestionnaires de services publics connaissent peu leurs usagers, ne savent pas comment ils se comportent, et du coup ils ne peuvent pas adapter leurs services à la fois aux besoins des populations et aussi aux contraintes du service public et à la gestion des coûts du service public. Notre proposition de valeur sociale, c'est de fournir les outils et les méthodes aux gestionnaires de services publics pour leur permettre d'améliorer le management des usagers. Comment modéliser les changements de comportement ? Est-ce qu'il y a un lien entre tarifs et consommation ? Donc on travaille sur l'élasticité prix-consommation pour des services qui sont des services essentiels, mais qui peuvent être des services culturels ou des services organisés par les collectivités. Le lien entre l'abonnement et la fréquentation. Est-ce que si je m'abonne, je fréquente plus régulièrement, etc. Le lien entre la politique sociale nationale et la politique sociale locale. Quel revenu je vais prendre en compte ? Est-ce que je prends en compte les allocations familiales ou pas dans la façon dont je calcule le tarif ? Est-ce que je ne suis pas en train d'annuler les effets de la politique nationale quand je fais une politique sociale locale ? Donc ça là-dessus, nous on a nos idées, mais ce n'est pas très structuré. Voilà, donc il y a pas mal de travaux sans doute à faire. Simplon.co, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise sociale qui est dans une usine à Montreuil, une ancienne usine qui a été entièrement réhabilitée. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? On accueille des publics issus de la diversité qui veulent apprendre la programmation informatique. On travaille donc sur les problématiques d'innovation sociale. On est une entreprise agréée entreprise sociale et solidaire. Et en même temps sur de l'innovation technologique, puisque nous, l'intérêt aussi, c'est de développer la recherche et le développement et de voir comment on peut appliquer les sciences humaines à ce qu'on fait. On va voir qu'il y a pas mal à mon avis, il y a pas mal de problématiques sur lesquelles on pourrait travailler ensemble, et nous, en plus, on aurait très envie. Le logiciel que j'ai conçu, c'est un logiciel d'onomastique, c'est-à-dire de reconnaissance des noms propres dans le monde entier. Reconnaître un nom chinois, un nom japonais, un nom russe, un nom arabe en russe ou russe en arabe. En quoi pourrions-nous coopérer ? Namzor est un projet qui cherche encore son marché. C'est un marché assez complexe. On a déjà des niches qui sont clairement identifiées. La première, donc la cartographie des diasporas, a été utile pour des pays qui perdent aujourd'hui leurs ressources dans le domaine scientifique. Nous avons également travaillé sur le sujet des investissements directs, donc à la fois avec l'Irlande et avec d'autres pays de l'Union européenne. Nous avons travaillé également sur la question des écosystèmes, au départ sur l'angle des investissements, mais ça rejoignait la problématique également des universités, des clusters et de l'innovation. Je voudrais mieux comprendre ce que vous attendez. Qu'est-ce que des chercheurs SHS pourraient vous apporter ? Plus précisément, à quelles questions vous souhaitez que des chercheurs apportent une réponse ? Voilà. Il y en a beaucoup. Je vais essayer de prendre un exemple. Aujourd'hui, on a décrypté l'identité d'un pays qui est en pleine guerre civile, qui est la Syrie. Aujourd'hui, on n'est pas capable de mesurer dans quelle mesure notre vérité se rapproche de la vérité de terrain. On a fait des démarches, on a eu du mal à trouver des gens qui avaient une connaissance terrain et qui arrivaient à se projeter dans quelque chose qui est un logiciel, un outil informatique, des données qui sont quantitativement très importantes.
Bien écoutez, je suis ravi que cette journée se soit passée de cette manière-là. Je crois que nous avons eu un panorama de ce qui peut se faire, qui n'est pas un panorama exhaustif. Bien évidemment, nous avons été obligés cet après-midi de sélectionner des thématiques à la fois pour les entreprises qui sont venues, bien sûr, mais aussi pour les recherches qui ont été présentées. Vous avez eu un échantillon de ce que peuvent faire les laboratoires de recherche en SHS. Il y a d'énormes pans de recherche en SHS qui n'ont pas été évoqués et qui sont aussi pertinentes pour les collaborations avec l'entreprise. Je pense à l'archéologie, à la musicologie, à la linguistique. Et il y a énormément de disciplines qui n'ont pas été évoquées ici, mais qui néanmoins ont un potentiel d'application qui est très important. Je voudrais revenir 2 minutes sur ce qui a été dit concernant la manière dont les chercheurs collaborent entre eux en termes d'interdisciplinarité par rapport à cette querelle de génération ou de gens à la retraite ou pas. Il y a aujourd'hui effectivement dans certains laboratoires une réticence à ce que des recherches multidisciplinaires ou interdisciplinaires se fassent parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de lieu réellement reconnu pour publier des travaux qui sont interdisciplinaires. Et cette réticence vient essentiellement du fait que certains chercheurs peuvent se dire si moi je fais un travail qui est à la frontière de ma discipline, dans les revues qui sont de ma discipline, je ne pourrai pas publier, il n'existe pas de revue où je pourrai publier, donc je vais être moins bien apprécié lorsqu'on va m'évaluer. Je pense que ça fait partie des choses qui doivent évoluer et que petit à petit, il y a une prise de conscience à la fois du monde socio-économique, mais également des structures d'évaluation de la recherche, pour mieux prendre en compte ces travaux collaboratifs, de manière à ce qu'il existe des endroits où peuvent se publier de manière tout à fait officielle des travaux qui font appel à plusieurs disciplines ou qui sont à la frontière de disciplines. Je pense aussi, et j'ai été souvent, non pas interpellé parce que je n'en ai pas la responsabilité, mais on m'a souvent signalé, des évaluations de laboratoires qui sont, on va dire, regrettables, faites par les instances d'évaluation, vous connaissez tous, sur la base du fait que ce type de collaboration interdisciplinaire était mal évalué par les structures qui évaluent justement les laboratoires. Je pense qu'il y a là aussi une évolution nécessaire de structures d'évaluation, de manière à ce que petit à petit, les travaux qui sont à la frontière entre disciplines ou qui font appel à des collaborations entre des laboratoires différents soient mieux pris en compte et moins sous-évalués que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Ça va aller dans ce sens-là, et notamment en termes de valorisation, puisque c'est le but du consortium de valorisation thématique, les travaux qui vont aller dans un sens de valorisation et qui forcément empiètent sur le temps de recherche propre des chercheurs, doivent eux aussi être pris en compte, ce qui aujourd'hui est insuffisamment le cas, mais il y a une volonté politique, on va dire au sens large, dans la politique de la recherche, d'aller dans ce sens, et ce que j'espère, c'est que dans les années à venir, les instances d'évaluation sauront tenir compte de ces travaux-là, au même titre qu'elles tiennent compte aujourd'hui de la qualité des travaux de recherche monodisciplinaires, proprement dit. Il y a donc cette évolution à faire. Un dernier mot pour conclure sur ce qu'il est possible de faire et sur non pas la querelle des anciens et des modernes, mais la querelle des entreprises du CAC 40 et des PME. Il y a, il ne faut pas se le cacher, des différences dans les collaborations qui sont possibles entre un laboratoire, quel qu'il soit, et une entreprise, je ne vais pas dire du CAC 40, mais une grande entreprise, par rapport à ce qu'un laboratoire peut faire avec une PME. Arnaud le disait, quand EADS ou Bouygues vous invite, vous y allez. Mais vous y allez pourquoi? Non pas parce que ça veut dire que vous allez signer un contrat avec eux. Malheureusement, on est tous bien placés pour savoir que signer un contrat avec ces entreprises-là, c'est pas du tout facile. Ça prend du temps, et souvent, on n'a pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on s'imagine que ces entreprises sont très riches et qu'elles vont signer des très gros contrats, donc on est très content. En réalité, ce n'est pas vrai du tout. Quelquefois, elles ne signent rien. Elles font simplement de la veille technologique et vous y allez, vous y passez votre journée et après on vous dit merci beaucoup, on est content d'avoir appris tout ça, à la prochaine. Donc vous repartez bredouille. Donc ça n'est pas parce qu'on va voir une grande entreprise qu'on signe un gros contrat. Néanmoins, pourquoi c'est intéressant pour les chercheurs? Tout simplement parce que les problématiques que se posent les grandes entreprises sont relativement proches, où elles approximent d'une certaine manière de vrais problèmes de recherche. C'est-à-dire que les questions qu'elles se posent sont des questions qui, après traduction, parce qu'en général il y a toujours un petit fossé de vocabulaire ou d'incompréhension, mais qui se comble assez vite, et les questions qu'on se pose sont tout à fait susceptibles d'engendrer des travaux de recherche derrière, qui sont intéressants pour les chercheurs. D'où projet possible de collaboration. Avec les PME, je dirais que les choses sont un peu différentes, et on en a eu l'illustration tout à l'heure. Ce qui se passe est la chose suivante, c'est que les PME ont des problématiques qui peuvent tout à fait réclamer des compétences SHS.
mais sur la base de problèmes ponctuels à résoudre, qui ne sont pas forcément des problèmes simples. Mais c'est pour répondre, je crois, à la question que vous évoquiez tout à l'heure, qu'est-ce qui fait, à un moment donné, qu'une problématique va engendrer un intérêt des chercheurs ou pas? Eh bien, ça va être la différence de type de contractualisation qui est possible. Quand vous signez un contrat de recherche, entre guillemets, avec EADS, eh bien, vous avez vraisemblablement un gros sujet qui va potentiellement mobiliser des thésards, plusieurs chercheurs, sur des recherches long terme, parce que c'est générateur de grandes questions qui peuvent avoir des implications fondamentales. Pas toujours, mais ça peut être le cas et c'est souvent le cas. En revanche, les problématiques que j'ai entendues tout à l'heure, qui sont extrêmement intéressantes, elles aussi pour les PME, ne sont pas du même type. Ce sont plutôt des problèmes qui se posent à un moment donné, qui ne sont pas du tout forcément simples à résoudre, mais qui, une fois résolus, n'engendrent pas derrière une recherche fondamentale réelle. Et je crois que c'est ça qui fait la différence entre la collaboration qui peut se faire entre les laboratoires et les grandes entreprises par rapport à la collaboration, mais qui est tout à fait intéressante aussi sur un autre plan, qu'il peut y avoir avec les PME. Et je terminerai là-dessus en disant que le type de collaboration qui peut exister, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques qui nous importent peu ici, des modes de contractualisation. Ce qui est important, c'est de savoir la chose suivante. Il a été question des CIFRE. C'est un dispositif essentiel. Il faut que ce dispositif continue, qu'il soit développé. C'est un dispositif qui permet aux jeunes de connaître le monde de l'entreprise, d'être financés et d'avoir des passerelles entre les entreprises et les labos qui sont remarquables. C'est un système parfait. Mais au-delà du CIFRE, il y a des projets de collaboration qui peuvent aller plus loin et qui peuvent être de deux natures, en fait, sans rentrer dans les termes juridiques. La première nature, c'est une vraie collaboration de recherche, au sens que j'indiquais tout à l'heure, projet d'ampleur et de long terme, sur lequel une entreprise qui a une problématique large va travailler avec un ou plusieurs labos sur des réflexions à long terme qui vont générer des résultats, des publications, etc. Deuxième possibilité, et dans le cadre des PME, c'est plutôt ça que je vois, et moi je suis plus que partisan d'impulser cela et de le développer plus amplement que ça n'existe aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne des contrats de prestation qu'un laboratoire peut faire pour une PME, pour l'aider à résoudre une problématique qu'elle a dans son développement. Et dans ce qui a été présenté tout à l'heure, les problèmes que vous avez évoqués sont plutôt de cette nature. Vous avez les problèmes que vous posez. Encore une fois, je répète, ils ne sont pas forcément faciles à résoudre. Il faut déjà travailler avec vous pour aider à bien les poser, savoir quelles sont les questions que vous vous posez de manière plus précise. Et ensuite, les compétences scientifiques peuvent être utilisées pour vous aider à résoudre ces problèmes et donc à développer votre entreprise, ce qui, vous, en tant que chef d'entreprise, est ce qui vous intéresse au premier chef. Et je ferai cette distinction avec, évidemment, comme dans toute catégorisation, le fait qu'il existe une gradation continue entre les deux. Hein, je fais volontairement une caricature pour mieux faire comprendre les choses. Voilà, bah écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à cette réunion. Je voulais remercier le CFI pour l'organisation parfaite de cette journée qui s'est très bien déroulée. Et vous allez maintenant avoir un buffet qui va vous permettre de discuter entre vous.